Il a mis en place des partenariats avec des entreprises et donc on allait pratiquer dans les labos des entreprises. C'est comme ça que j'ai appris à fabriquer mon premier bouton. Merci. Des fois, on échoue. Si on se retrouve ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont essayé avant. Il y a des gens qui sont sacrifiés avant. Il y a des gens qui ont surtout échoué avant que vous puissiez bénéficier aujourd'hui de... Vous savez, nous, quand on a des gens, on n'est pas des grandes salles comme ça. C'est pas pour ceux qui étaient avec moi au départ. J'ai vu, il y a quelques personnes, quelques rares personnes qui sont là. On n'avait pas de belles salles comme ça, on se débrouillait comme on pouvait, on allait à l'université, dans les salles de classe, parfois au quartier, on se battait. Voilà. Et donc on a fait beaucoup d'erreurs, on a échoué, on est tombé, on s'est relevé. Et c'est ce qui fait de nous des leaders. Vraiment avec beaucoup d'humilité, je sais que nous sommes des leaders. Je sais que je suis un leader. Et je sais que chacun est un leader. Donc, l'histoire du GDG, travailler sur nos projets parce que, vous savez, à l'époque, la faculté d'ingénierie industrielle n'avait pas de locaux. Pour ceux qui connaissent aujourd'hui l'école polytechnique à Logos, vous avez un magnifique campus, c'est très grand, c'est très grand. Nous, on n'avait pas ça. Classe, on avait rien, on squattait, on se débrouillait comme on pouvait. Et donc, une chose extraordinaire que nos doyens avaient fait à l'époque, deux choses extraordinaires. La première chose, comme on n'avait pas de locaux, on n'avait pas de laboratoire, on n'avait rien, pour nous faire pratiquer, parce qu'on était en formation d'ingénieur. Et c'est comme ça que Infinity Space, le club d'étudiants, qui aujourd'hui est la société dont je suis le PDG et le Cachot, est né. Et donc ce club d'étudiants-là se retrouvait sur les samedis et dimanches. Moi j'ai trouvé des passionnés de robotique. Pour ceux qui me connaissent, en fait c'était ça. Il a mis en place des partenariats avec des entreprises. Et donc, on allait pratiquer dans les labos de ces entreprises-là. C'est comme ça que j'ai appris à fabriquer mon premier boulon. C'est les boulons, c'est un peu la mécanique, la robotique, c'est électronique, mécanique et informatique. Moi, j'ai toujours été très bon en informatique. C'est la grâce que Dieu m'a donnée là-bas.
Mais j'étais nul en électronique et nul en mécanique. Et donc en allant pratiquer dans les laboratoires du chantier naval, je pense, avec l'armée et les militaires du chantier naval. Donc c'est comme ça que j'ai appris à fabriquer les boulons. Les boulons, vous savez, quand vous visez les trucs là, mécaniques là. Et donc ces deux choses-là nous ont immergés tout de suite dans le monde professionnel. Donc d'une part, en fait, c'était les races Cameroun 2011. Et si vous êtes développeur, inscrivez-vous pour venir. Wow. Google arrive au Cameroun, il y a eu un concours de développeurs sur Android, etc. Moi, j'ai trouvé ça génial parce que mon rêve est la télévision. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à critiquer à gauche, à droite, sans savoir ce que je faisais petit à petit. Vous savez, l'informatique, c'est beaucoup de mathématiques. Donc, il faut avoir une certaine base mathématique pour faire un certain nombre de choses. Donc, moi, j'avais commencé en 5e dans les racines carrées. Je répète bosser chez Microsoft et là, j'apprends qu'il y a Google qui a des cours que j'ai déjà plus gros que Microsoft. Au monde, je leur ai dit, les gars, il y a Google qui arrive et tout. Ça. Je me rappelle que les dates, moi, c'est autour de juin, par là. Je vais retrouver les dates. Autour de juin, je vais retrouver sur Internet. J'ai 42 000 €. On s'est inscrit et voilà, on est allé à l'événement. Déjà que, bon, comme il dit, Google arrive, donc il faut être ça peut. Moi, à l'époque, bon, j'avais un de mes potes, Julien, qui est aux États-Unis, le gars, il me dit non, tu vas pas dire ça. Prends mon costard, moi, il pas le costard. Prends mon costard, il me donne son costard, pas de costard. Vous avez trouvé l'explication. Il était dans son costard, il me flottait même dedans et tout. Je me dis, c'est Google, donc pour moi, c'est le saumon de. Voilà, donc je me mets en costard, moi j'arrive, les gars sont à t-shirt. C'était genre ça. Avant même les groups travaillent dans les communautés de PHP là. C'est plein de choses déjà. Et là, on se retrouve là-bas, on a fait connaissance. Et pendant l'événement, on n'a pas décidé. Tout de suite, on s'est dit non, on ne va pas l'appeler Google. Bon, on s'est rencontré à l'événement Google, mais on va l'appeler Google d'abord. Parce qu'on veut quelque chose d'un peu tentant, on dit les caméras, un truc un peu high. J'ai dit non, ok, c'est vrai, c'est Google qui est venu, mais bon, on ne va pas Google tout. Alors on a créé une communauté qu'on a appelée GTC, c'est Creating Developer Cameroun. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et après, on s'est retrouvés au quartier dans le champ de confiance. La chose extraordinaire qui m'est arrivée, c'est que j'ai rencontré Anicelle, qui est ma cofondatrice, qui est un Meeting Space aujourd'hui. Elle avait créé l'association des étudiants africains de Marseille. Et donc, moi, j'étais tombé malade dans ma chambre d'étudiant, j'avais mon dernier palu de doigt là, c'était chaud, il y avait la solitude, il y avait plein de lait, etc. Donc, je tombe malade et puis, par la circonstance des choses, on lui dit qu'il y a un jeune Africain qui est arrivé là-bas dans la cité universitaire, il est malade. Elle m'a ramené paracétamol avec d'autres membres de l'association et moi, ça m'a touché parce que j'ai trouvé dans ça une dimension humaine incroyable parce que je ne m'attendais pas à ce que quand j'allais dans un nouveau pays, d'autres personnes me tendent la main. Et donc, c'est un geste qui m'a tellement marqué qu'une semaine plus tard, je suis devenu vice-président de l'association des étudiants africains de Marseille. J'avais faim, j'avais besoin de faire quelque chose. Et donc, j'étais devenu vice-président de l'association des étudiants de Marseille. Je pilotais le GDG Cameroun depuis Marseille. Ensuite, on a créé le club robotique à Polytech. Je me suis levé, je suis en train de coder toute la nuit. Je pense qu'on préparait un événement ici. Et un matin, je me suis levé et je suis tombé dans les pommes, quasiment évanoui. J'ai commencé à vomir, c'était tout noir. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai appelé Anicelle, ma cofondatrice, qui a appelé les pompiers, ils sont venus me chercher. Et quand on est arrivé à l'hôpital, on m'a dit non, il faut m'opérer tout de suite. C'est la toute première fois que j'en parle en public. Je les ai vraiment épuisés. J'envoyais les mails à 3 heures, je dormais pas, je bossais comme un malade. Et donc ce soir-là, j'avais un peu mal à la tête. J'ai pris l'ibuprofène, c'est calmer les douleurs. Je me suis servi quand tu pars, hein. Tu ne sais pas si tu vas revenir. On m'a fait rédiger mon testament. Là, je suis mort de l'hôpital. Ah non, sérieux, hein.
j'avais 20 ans et demi par là. J'avais rien, j'étais pauvre, il n'y avait rien, il n'y avait rien sur le testament. Mais bon, j'ai quand même écrit. Et j'ai prié, j'ai dit Seigneur, si tu me maintiens en vie, je vais te servir tout le monde. Et je vais continuer à donner ce que tu m'as donné. Et c'est pour ça que je suis ici. Et donc je suis entré dans cette salle d'opération en me disant que bon, écoutez, si je parle maintenant, j'ai vécu une intense vie. C'était bon. Et par la grâce de Dieu, je me suis réveillé. Et depuis ce moment-là, il a fallu faire des choix difficiles. Des choix très très difficiles. Vous savez, quand on vous voit marcher dehors, sur Internet, partout, les gens vous insultent, les gens vous racontent n'importe quoi, ce qu'ils veulent, mais ils ne savent pas ce que vous vivez à l'intérieur. Il a fallu faire des choix. Et j'étais allé en France faire mes études. J'ai dit, bon, la priorité, c'est les études. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté, j'ai démissionné des communautés développeurs de toutes les communautés d'ailleurs. À ce moment-là que j'ai arrêté. C'est la chose que j'aimais le plus et c'est la chose que j'ai dû abandonner en premier. Parce que c'était ma vie. Et ça, je parle de purpose. Je savais qu'au-delà de ça, l'aventure devait être plus grande, devait être plus lointaine et qu'il y aurait eu plus de personnes à impacter dans le monde. Parce que pour la première fois, voilà, je me suis retrouvé, c'était plus que à Douala, c'était plus que au Cameroun. Et ensuite, il y avait le Africa Android Challenge qu'on pilotait, donc c'était plus que l'Afrique. Je me suis retrouvé à Marseille, ensuite à San Francisco. J'ai vu que depuis San Francisco, les gens sont assis là-bas, ils aiment pas tout le monde entier. Et je sais que dans l'esprit de cette personne-là, il y a eu beaucoup d'autres idées qui sont arrivées. Il a imaginé l'événement dans telle autre salle. Et toutes ces imaginations-là sont des réalités spirituelles, des réalités psychiques qui existent. Et parmi toutes ces réalités-là, il a décidé de matérialiser une, qui est celle dans laquelle on est aujourd'hui. Et donc, lui, pour qu'il soit là, pour qu'il ait imaginé ça, il a fallu que d'autres personnes, nous, on soit passés avant. On a imaginé la vie des communautés nouvelles au Cameroun, et ça s'est matérialisé. Et pour que ça se matérialise, il y a eu avant des gens à San Francisco qui ont imaginé les communautés de nouvelles. Et ainsi de suite. Donc les réalités dans lesquelles on vit sont juste des infimes parties. Merci. Veuillez applaudir monsieur Ibrahim Bakouossa. Bonjour à tous, développeurs, passionnés, geeks et tout. Bonjour Chris. Bonjour Cédric. Alors, j'étais censé avoir un slide, donc c'est pas grave. Je vais vous entretenir un peu sur comment lancer un projet. Et ce que je vais faire, je vais relater le processus que nous avons vécu. Parce qu'aujourd'hui, désolé, je suis Ibrahim Bakouossa, le PDG du ISDG SAL, l'entreprise derrière Cosna Afrique, derrière Louvre également. Pour ceux qui ne savent pas, Cosna Afrique, c'est une plateforme de transfert d'argent de l'étranger vers l'Afrique, directement dans les portefeuilles mobiles. Et nous opérons dans 5 pays aujourd'hui, donc le Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo. Alors, je vais vous relater comment nous on a fait pour lancer Cosna Afrique et comment ce processus peut être utilisé dans d'autres projets. Nous sommes tous des développeurs et généralement, la chose qu'on maîtrise le mieux, c'est développer. Lorsqu'on finit de développer, on lève la tête, on se dit, waouh, il faut lancer, comment on fait? Et c'est là que le vrai combat commence. On se rend compte qu'en fait, le développement, ce n'est qu'une infime partie de tout le processus. Donc, l'une des premières étapes, naturellement, c'est que nous étions sur le point de lancer. Alors, à ce moment, il y a des choses clés, des étapes clés
qu'il faut prendre en compte. Donc, l'une de ces étapes, nous avons la connaissance de sa cible. Ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs négligent, mais ça a un impact énorme sur le succès du produit. Il faut connaître sa cible. Je vends mon produit à qui? Ma cible se trouve où? Quel est le comportement de ma cible? Une fois que vous avez qualité, tu as des rapports humains, tu as des rapports sociaux avec vos clients, le reste va se faire seul. Même avec un petit budget, vous avez besoin de toucher sur 10 personnes, de satisfaire les 10 personnes, et ensuite les 10 personnes pourront le travail. C'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, grâce à ce seul client, Cosna Afrique est leader au Bénin. Aujourd'hui, les clients béninois transfèrent en moyenne 5 milliards par mois. Est-ce que les levées de fonds, c'est essentiel pour un produit? Je ne dirais pas non. Parce que lorsqu'on fait les levées au départ, l'évaluation est très compliquée. On peut vous évaluer très en dessous de ce que peut devenir votre projet. Généralement, c'est le cas. Bon, lorsque vous avez débuté, vous avez fait votre produit, des services clients, vous avez touché les petits premiers clients, ils sont satisfaits, ils parlent de vous, ainsi de suite. Vous commencez à faire vos premiers chiffres, vous commencez à grandir un peu, arriver à un certain niveau, la levée va s'imposer d'être comme ça, c'est vrai. Il y a un tonton là qui m'avait dit que si tu as une idée lundi, lance vendredi. Ne gardez pas ça dans le tiroir. Il y a déjà 8 milliards de personnes sur la planète. Donc, ce qui est sur l'idée que tu as pensé là. Il y a au moins 100 comme toi qui ont la même idée dans la même ville, peut-être dans le même quartier. Il y en a au moins 100 comme toi. Lorsque tu as déjà le cœur de ton métier, et ça je peux vous le dire, Cosna Afrique, aujourd'hui ça fait tellement de choses, mais le jour qu'on a commencé à travailler dessus, on l'a développé en moins de 2 semaines. On voulait juste faire le parcours client pour transférer de l'argent, parce que c'était ça notre cœur de métier. Il y a encore tellement de domaines inexplorés au Cameroun, que ce soit dans la finance, dans la santé, dans le transport, dans l'événementiel, il y a encore tellement de secteurs d'activité. Quand tu dis développeur, déjà merci pour vos exposés sur le lancement de produits et la création de start-up. J'ai un souci en fait. Imaginons qu'on a un produit, on a développé le produit, ça nous passionne vraiment, on le lance, on a un produit utilisateur, ça prend. Moi, on se rend compte que en fait, nous ne sommes pas les cas. Je veux beaucoup plus vous encourager, les développeurs, lorsque vous développez un produit, de chercher à vous documenter et à être accompagné. Parce que là, c'est une des choses que j'ai sûrement joué. Je vais encourager cette personne qui fait face à cette situation de se rapprocher des personnes qui pourront l'aider. Puis je vous dis la question, c'est quoi? La licence que l'on demande d'avoir, c'est en fait pour ceux qui feront le transfert d'argent dans les agences physiques. Et sous le conseil de l'autre... J'ai prévu qu'après Ibrahim, que ce soit M. Lionel Boya qui passe. Et vu qu'on avait déjà pris un rendez-vous avec Magid Ajan sur Zoom, on est en train de le faire passer d'abord. Et on vous remet toutes les personnes qui aimeraient bien avoir également des connaissances sur cette technologie-là. Her name, Darren. He is a very passionate developer. He wanted to do actually a quick application once he was on the way to New York. He wanted to build like very quick Instagram style, gallery style, to share some photos and upload some of the photos and in fact send it to the grandma and other friends, you know, very quickly. He also wanted to learn a bit more about Firebase and like new technologies on the way because he had a lot of time during the flight. And so what let me introduce myself before I start very quickly. My name is Magid. I'm based in Oslo and I am head of DevRel at Invertase. So you can find me by the handler MHAKD almost everywhere on all social media and on internet to find out what is like the quickest way to build this application.
he wanted to do web application, maybe some possibilities to turn it to a mobile application or even desktop. So after some research then, he found, well, he was already kind of familiar with Flutter. He knew that this is a cool technology. He said, maybe I should start building something with that. Gigabytes, picture, or what if you upload a very big picture and you want... Hello. On va faire l'autre faute. Hello. Bon oui, je comprends. C'est vrai, vous avez raison. Je comprends pourquoi vous ne vouliez pas venir de ce côté. Ok, allons sur l'escalier alors. Et merci. On avait raison. Ah, puis au moins si capture ici, il met le prix là-bas. Ouais. Are you okay? Yeah, voila. Say dance first. Dance. Again. Dance. Say dance first. Dance. Say Monsieur, sous vos orations s'il vous plaît, parce que depuis là, voilà, merci. Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Donc je pense que tout développeur ici, toutes les personnes qui développent ici ont déjà entendu parler du Tailwind. Parce que Tailwind, on peut dire dans le monde du front-end, c'est une révolution. Alors aujourd'hui, on va décortiquer Tailwind, mais essayer de se mettre dans la peau de Adam, le créateur de Tailwind, pour dire pourquoi il a créé Tailwind. Pourquoi il n'est pas resté avec Bootstrap qui existait déjà et qui priait déjà. Il a dit que non, je vais créer un framework CSS qui s'appelle Tailwind. Alors, avant de commencer, je vais me présenter. Moi, je suis Lionel Ngoya et on me connaît plus sous le nom de Hélène. Apparemment, je suis le Sasuke du DevFest. Non. Je suis consultant digital chez Boa Digital. Je suis front-end et je suis aussi youtubeur. Donc, en gros, c'est un peu moi. Alors, notre but ici sera de parcourir les différentes phases que le créateur de Tailwind a traversées dans son véhicule CSS et de comprendre pourquoi il a créé Tailwind en fait. La première phase, c'est le CSS sémantique. L'idée est que votre HTML ne doit contenir que des informations sur votre contenu et que toutes vos décisions de style doivent être prises dans votre CSS. Je sais que là c'est un peu flou, mais là on va essayer d'expliquer. Alors ça ressemble à ça. Ça veut dire que si j'ai dans mon HTML, j'ai un paragraphe où je dis au revoir les amis codeurs. Je mets une classe by, genre BYE. Vous voyez que la classe by, ça représente en fait le contenu qui est dans ma balise P, qui veut dire au revoir. Et maintenant ma classe by là, je dis que c'est une couleur rouge. Je ne sais pas si on reprend en arrière, vous voyez que vraiment
le HTML ne contient que des informations représentatives à la classe. Et c'est l'approche utilisée par CSS Zengarden, si vous connaissez ça. Ensuite, il a dit, si je veux créer un paragraphe où je dis par exemple bonjour, la classe que je dois mettre au paragraphe là, ça doit être hello, dans cette mesure-ci. Parce qu'en fait, ici, hello est une sorte de représentation de bonjour qui est dans mon paragraphe. Avec cette approche, c'est vrai que c'est un peu flou. Si on veut par exemple créer une carte YouTube, avec cette approche, on aura un code HTML comme ça. C'est-à-dire, on aura une div d'abord qui va contenir de nouveau. Dans tout ma div là, j'ai une seule classe YTCAD. Parce que YTCAD veut dire que c'est une classe de YouTube. Et c'est juste YTCAD qui représente, qui définit en fait tout ce qui est dans ma carte. Et avec ça, le CSS est un peu, je vais dire magique, parce que là, on a juste YTCAD, après on prend les NTH1, NTH1, tout ça, pour pouvoir styliser, avoir un rendu comme ça. Et après ça, maintenant, il s'agit de rendre compte que cette approche n'était pas forcément la meilleure approche pour écrire du CSS. Et c'est ça qu'il dit ici. Ici, le CSS reflète parfaitement. Ce qui fait qu'on doit avoir maintenant YTCAD, vu que c'est la structure ban qu'on utilise. Ban est là qui va représenter l'image qui est sur les cartes YouTube là. Et puis maintenant, en mode run underscore info qui va représenter toutes les informations concernant la carte YouTube qu'on a. Côté CSS, on voit qu'on a quelque chose de déjà un peu plus beau. Parce que là, on ne peut pas plus juste à partir de notre carte YouTube. Mais on a les classes qui représentent chaque élément. Genre pour la carte BAD, on a sa classe qu'on a mis, la classe info, on a sa classe qu'on a mis et qu'on sort. C'était une bonne méthode, mais là on se heurte à un dilemme. Le HTML ne contient aucune décision de CSS et il s'est préoccupé par la structure du HTML. Le problème là qu'on se dit c'est quoi? Dans notre cas, on voulait créer une carte YouTube, c'est pour ça qu'on a mis YTCAD. Mais qu'est-ce qu'il arrivait si on voulait plutôt créer une carte Twitch? Est-ce qu'on devait toujours mettre YTCAD? Ça n'aurait aucun sens. Parce qu'on veut créer une carte YouTube, on met YT concernant bien évidemment YouTube. Et maintenant, on veut créer une carte Twitch. Sauf que Twitch, et là, on se rend compte que c'est un truc pas maintenant. Parce que si on va maintenant qu'on va créer une carte Instagram, par exemple, on va mettre IGCAD et comme ça, et là, ça va plus aller pour la maintenabilité. Là, on a fait une deuxième option qu'il a trouvé un peu légal. Bon, pas légal, c'est pas le mot, c'est un peu plus normal, quoi. On sait directement que non, ça c'est une carte pour un réseau social. Mais est-ce qu'on veut forcément maintenant un trait pour un réseau social? Est-ce qu'à la place de la description, on peut pas plutôt mettre la description d'un auteur? Là, c'est un problème parce qu'on a pris une carte dédiée à un réseau social, mais sur la description, on utilise la description d'un auteur qui est par exemple sur une bibliographie. Et là, ça pose un problème parce que c'est vrai qu'en stylisant, c'est pas vraiment un problème, mais en termes de sémantique, c'est pas ça. Parce qu'on n'a pas respecté ce que notre classe voulait dire. Et c'est là où il passe à la troisième phase. Composant CSS indépendant du contenu. L'objectif est d'éviter explicitement de créer des classes basées sur le contenu, en essayant plutôt de tout nommer d'une manière aussi réutilisable que possible. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va créer maintenant des classes, par exemple, card, des classes BTN, des classes BTN-primary, des classes badge. Et si, pour ceux qui ont fait Bootstrap, c'est de créer les sites web sans sortir de son HTML. De créer les sites web en adressant, c'est de créer les sites web sans sortir de son HTML. De créer les sites web en adressant sur son HTML. Parce que toutes les classes CSS qu'on va vouloir utiliser sont déjà là, sont déjà faites. Et la chose que nous on a à faire, c'est juste de prendre ces classes-là et de les réutiliser dans notre application web. C'est donc à travers ces réflexions que naît Tailwind. Car on s'est dit, chaque ligne de nouveau de CSS est toujours une opportunité pour une nouvelle complicité. C'est-à-dire, si tu crées une classe que tu vas appeler bouton, et que dans ta classe bouton, tu mets un pagine 1 pixel, si à part le pagine 1 pixel là, tu mets encore une couleur rouge, c'est une nouvelle complexité que tu rajoutes. Si à chaque ligne de CSS que tu rajoutes à une classe, c'est une nouvelle complexité que tu rajoutes. Et c'est ça que le créateur de Tailwind a évité. Parce que chaque classe qu'il a créée résout un seul problème. Il n'a pas deux classes pour mettre un pagine, il a une seule classe pour mettre un pagine. C'est de créer les sites web sans sortir de son HTML. De créer les sites web en adressant sur son HTML. Parce que toutes les classes CSS qu'on va
pour pouvoir vouloir utiliser sont déjà là, sont déjà faites. Et la seule chose que nous on a à faire, c'est juste de prendre ces classes-là et de les réutiliser dans notre application web. C'est donc à travers ces réflexions que naît Tailwind, car on s'est dit, chaque ligne de nouveau de CSS est toujours une opportunité pour une nouvelle complicité. C'est-à-dire, si tu crées une classe que tu vas appeler bouton, et que dans ta classe bouton, tu mets un pagine 1 pixel, si à part le pagine 1 pixel là, tu mets encore une couleur rouge, c'est une nouvelle complexité que tu rajoutes. Si tu, à chaque ligne de CSS que tu rajoutes à une classe, c'est une nouvelle complexité que tu rajoutes. Et c'est ça que le créateur de Tailwind a évité, parce que chaque classe qu'il a créée résout un seul problème. Il n'a pas deux classes pour mettre un pagine, il a une seule classe pour mettre un pagine. Ça peut leur prendre du temps pour assembler tout ça et essayer d'assimiler l'information que vous essayez d'envoyer avec ces mots-là. Ensuite, on a aussi des personnes qui sont malvoyantes ou aveugles. Donc, eux, ils ne voient pas ce que vous affichez à l'écran. Peu importe ce que vous mettez à l'écran, ils ne voient pas, ou alors ils distinguent mal les couleurs. Quand vous avez des couleurs qui sont trop rouges, par exemple du rouge sombre et du rouge clair, il n'arrive pas à distinguer, mais il va voir une seule couleur. Donc, comme je disais aussi tantôt, l'accessibilité web ne bénéficie pas uniquement à ces utilisateurs qui ont des handicaps. Quand on parle d'accessibilité, c'est que, en fait, nos applications doivent être accessibles par tout le monde. Donc, parmi d'autres personnes qui sont ciblées par l'accessibilité web, ce sont les utilisateurs qui sont sur des smartphones. Donc, la plupart des utilisateurs du web actuellement, ils le font à travers des smartphones. Ce sont des petits appareils et ils ont des petits écrans. Ce qui fait qu'un site web qui s'affiche bien sur le desktop là, quand vous l'affichez sur le mobile, si vous n'avez pas pris certaines dispositions, il ne va pas pouvoir utiliser le site web. Donc il va arriver, il va voir une page qui est grande, il y a des overflows un peu partout, il ne va pas pouvoir l'utiliser. D'autres utilisateurs aussi, ils accèdent à Internet avec des connexions Internet limitées ou très coûteuses. C'est-à-dire, si tu as fait ton site web et que, je ne sais pas, l'utilisateur doit télécharger 50 mégas avant que tout le site s'affiche, là il y a problème. Un utilisateur qui a une connexion à bande passante de 1 mégabit par seconde, on se connaît ici, on connaît ce que nos réseaux nous donnent, il ne va pas pouvoir utiliser votre application sans problème. Donc, en dehors de cette empathie que nous devrions avoir en tant que développeurs pour toutes ces personnes que nous venons de citer, qui ont des difficultés pour accéder à Internet ou bien à utiliser nos applications, il y a des pays qui ont déjà mis en place des lois qui exigent que les applications soient accessibles pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est dans leur code pénal, c'est bien écrit là que quand tu fais un site web ou une application web qui est destinée au grand public, il faut qu'elle respecte certains standards. Je n'ai pas pu trouver des traces de cela dans le code pénal camerounais, mais déjà, par exemple, aux États-Unis, en 2012, la NAD, qui est la National Association of Deaf aux États-Unis, a intenté une action en justice pour les droits de l'homme contre Netflix. À cette époque-là, Netflix avait plein de contenu vidéo qui n'avait pas de sous-titres. C'est-à-dire les personnes malentendantes, eux, ils avaient juste regardé la vidéo et ils n'avaient pas compris ce qui se passe. Donc il y a cette organisation-là qui a intenté Netflix en procès. Vous pouvez scanner le QR code là pour tomber sur le lien, si ça vous intéresse. Je vais donner quelques minutes pour cela, s'il y en a qui sont intéressés de lire l'histoire. De même aussi en 2017, on a Nike qui a été poursuivi parce que deux de ces sites, Nike.com et Converse.com, étaient inaccessibles aux malvoyants. C'est-à-dire les utilisateurs malvoyants, eux, ils s'étaient rendus compte qu'ils ne pouvaient pas utiliser ce site. Quand ils avaient là leur lecteur audio, par exemple, n'arrivaient pas à leur lire ce qu'ils voyaient sur le site ou bien ne leur permettaient pas de facilement utiliser le site. Donc, vous pouvez aussi scanner le QR code là pour tomber sur le lien de l'histoire. Donc, là, nous avons vu qu'il y a plein d'utilisateurs là dehors qui souffrent de certains handicaps, qui ne peuvent pas accéder à nos applications et ne peuvent pas les utiliser facilement. Qu'est-ce que nous devons donc faire pour rendre nos applications plus accessibles pour ces personnes-là? Déjà, pour les malentendants et les sourds, ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est ajouter des sous-titres aux vidéos. C'est très important.
Donc, vous voyez, même YouTube a déjà cette fonctionnalité-là. Quand tu arrives sur une vidéo, il peut te générer les sous-titres automatiquement parce qu'ils savent qu'il y a des personnes qui utilisent YouTube et qui n'entendent pas. Ils doivent pouvoir regarder la vidéo et comprendre ce qui est en train de se passer. Pour les personnes qui souffrent de troubles neurologiques, donc, j'ai déjà eu à me retrouver aussi devant des formulaires, par exemple, où on a limité dans le temps, la durée qu'il faut pour faire une certaine action. C'est-à-dire, tu arrives là, on te dit, ouais, tu as 10 minutes pour remplir ce formulaire. Donc, pour nous, peut-être, pour la plupart d'entre nous, ça va paraître normal, mais il y a des utilisateurs, donc, comme je disais tout à l'heure, des personnes dyslexiques, mais quand il va arriver, le temps d'abord qu'il lui faut pour comprendre tout ce que vous avez affiché à l'écran, c'est beaucoup plus que ce qu'il nous en faut à nous. Ce qui fait que les 10 minutes, ça peut se retrouver très court pour lui et ça va le frustrer. Donc, dans la mesure du possible, évitons de fixer les limites dans le temps pour effectuer certaines actions. Et aussi, un autre cas qui est très fréquent généralement maintenant, c'est qu'on peut faciliter, il faut faciliter le contrôle de la vitesse de lecture des vidéos. Certaines personnes, quand vous lisez les vidéos à des vitesses normales, ils trouvent que soit c'est trop lent, soit c'est trop rapide. Donc, si vous ne leur permettez pas de changer cette vitesse-là, c'est-à-dire aller plus vite ou plus lentement, alors eux aussi ils vont se sentir frustrés. Parce que là, soit il va regarder la vidéo pendant longtemps, il sera obligé d'attendre, ou alors ça va aller trop vite, il sera obligé de rentrer à chaque fois. Techniques spécifiques que nous pouvons utiliser pour rendre notre HTML ou bien le code de nos applications web plus accessible pour eux. La première, la plus fréquente, c'est déjà d'écrire du HTML sémantique. Donc, on a tous vu des sites qui sont écrits avec des divs partout, des divs. Quelqu'un va te prendre là, il met div jusqu'à là. Il n'y a pas de fin. Donc, ça, par contre, ça, c'est à bannir en fait. Il faut arrêter de faire cela. Si vous avez des différentes sections, utilisez sections. Si vous avez un contenu qui apparaît à gauche ou à droite, utilisez un aside. Vous avez un header, utilisez le header. Vous avez un footer, utilisez le footer. Là, ça va faciliter ces lecteurs d'écran-là à comprendre votre site et à l'annoncer aux personnes qui les utilisent. Ensuite, il faut nommer les champs des formulaires. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on néglige beaucoup. Vous arrivez sur un formulaire, vous voyez bien les labels et tout. Pour nous qui voyons, c'est OK, ça passe. Mais derrière, ces champs-là, ils n'ont pas de label associé. C'est-à-dire, on a le nom, bien sûr, mais rien ne dit que ce nom qui est affiché au-dessus de l'input, par exemple, c'est pour cet input-là. Donc ça, quand le lecteur d'écran arrive, il lit le label, il lit l'input, mais il ne sait pas que c'est pour le label est pour cet input-là. Bien utiliser les attributs ARIA. Donc les attributs ARIA, ce sont les Accessible Rich Internet Applications. Les ARIA, en fait, ARIA c'est Accessible Rich Internet Application. Ce sont des attributs que vous pouvez mettre sur votre HTML pour indiquer, par exemple, c'est quoi le label d'un bouton, ou si, par exemple, le contenu du bouton, c'est une image. Quand vous mettez le contenu d'un bouton comme une image, le lecteur d'écran ne peut pas lire l'image. Il faut trouver un moyen de lui dire que, OK, le label de ce bouton, le voici ici. Vous pouvez donc utiliser un attribut comme le ARIA Label pour faire cela. Donc, et l'autre point aussi qu'on peut faire pour rendre nos applications plus accessibles pour tous, c'est s'assurer que les éléments visibles à l'écran ont un bon contraste. Donc ça, c'est un problème fréquent que je vois dans la plupart des applications que nous développons aujourd'hui. Vous allez voir par exemple quelqu'un faire un bouton, utiliser un bleu ciel et écrire dessus avec du bleu foncé. À la fin, quand tu calcules le contraste, le ratio du contraste pour ce bouton-là, tu te rends compte que quelqu'un qui distingue mal les couleurs ne va pas faire la différence entre le texte et le background du bouton. Pour lui, il va voir juste un bleu comme ça là, et il ne va pas pouvoir distinguer le texte parce que les couleurs utilisées pour le background et le foreground sont trop proches. Donc, on a aussi parlé des utilisateurs qui ont des connexions Internet onéreuses et assez limitées. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire pour faciliter l'accessibilité de nos applications pour ces personnes-là? La première chose, déjà, c'est de réduire la taille du bundle initial de nos applications au maximum. Vous savez, quand vous faites un site web ou une application web, il y a des fichiers que vous envoyez au navigateur pour qu'il puisse charger l'application. C'est ça qu'on appelle le bundle initial.
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire la taille du bundle initial? Généralement, on utilise une technique appelée le lazy loading, c'est-à-dire on charge les pages ou bien les composants seulement à la demande. C'est quand l'utilisateur clique qu'on dit ok, télécharge le JavaScript ou bien le HTML qu'il faut pour cette page-ci. Au lieu de mettre pour toutes les 120 pages que vous avez dans votre application dans le bundle initial, vous mettez juste ce dont il a besoin pour charger l'application dès le départ et au fur et à mesure qu'il navigue, qu'il demande des composants, vous les chargez par derrière. Vous pouvez aussi, toujours dans réduire la taille du bundle initial, supprimer les dépendances non utilisées. Avec JavaScript, par exemple, et Node module, il y a plein de trucs qu'on installe souvent comme ça. Là, quelqu'un a besoin de faire un petit, formater une petite date, il installe un package. Dès qu'il a un nouveau problème, il cherche le package qui va pour ça, il l'installe. Après, il change d'avis, il dit bon, je ne vais plus utiliser ça, je vais faire plutôt autre chose, mais il laisse ça s'importer dans son application, mais ce n'est pas utilisé. À la fin, tout ça là se retrouve dans le bundle initial et il a un gros fichier qu'il doit charger chaque fois pour lancer son application, ce qui n'est pas bon. Ce qu'on peut faire aussi pour les connexions Internet illimitées, c'est réduire, compresser les ressources web. Donc les navigateurs, ils ont déjà cette capacité-là qu'on peut compresser les images, le CSS, le JavaScript avant de leur envoyer. La plupart des navigateurs modernes, ils font ça aujourd'hui. Quand vous compressez vos ressources ainsi, ça réduit la taille et ils sont capables de les charger donc plus rapidement. Bon, là, je vais vous montrer un cas pratique. Voilà un formulaire de contact. À première vue, je suppose que la plupart ici, on voit bien tout ce qui est affiché à l'écran. Il y a tous les champs, il y a les labels, il y a les boutons Back et Submit qui a priori sont OK, il n'y a pas de problème. Bon. Seulement, quand on va mesurer le score d'accessibilité. C'est quoi le score d'accessibilité? C'est un score en fait qui te dit à quel pourcentage ton application est accessible pour les personnes souffrant de difficultés, qui ont des handicaps en fait. Donc, Google a un outil appelé Lighthouse qui permet de mesurer le score d'accessibilité. Et je tiens à préciser que Lighthouse ne va pas s'attarder sur tous les critères que j'ai mentionnés plus tôt. Il se concentre généralement beaucoup plus sur les critères qui facilitent l'accessibilité pour les personnes malvoyantes, c'est-à-dire les labels, tous les éléments, les liens qui doivent avoir des noms, les couleurs, et ainsi de suite. Donc, il ne va pas tester l'accessibilité, par exemple, pour les malentendants. Ça, c'est quelque chose que Lighthouse ne fait pas encore. Peut-être qu'ils feront ça un jour. Mais là, quand on fait dans le test d'accessibilité pour le formulaire de contact que je vous ai montré, vous voyez qu'on a 3 issues qui sont affichées là. La première, c'est que les inputs que vous avez vus précédemment, Google n'arrive pas à trouver les labels pour ces inputs-là. Par contre, nous, quand on regarde, on voit qu'il y a des labels. Donc, ce que Google est en train de dire, ce que Lighthouse est en train de dire là, c'est que quand un lecteur d'écran va arriver, il va lire cet input-ci, par exemple le first name là, il va voir le label, il va voir l'input first name, mais il ne va pas savoir que first name en fait c'est le label pour cet input là. Donc il ne va pas pouvoir annoncer l'input à l'utilisateur. Le deuxième problème, c'est que les liens n'ont pas de nom discernable. Et là, il parle de ce lien-ci, de back button là, qui est en fait une icône. Donc on a mis un bouton, on a juste mis l'icône. Et nous, on regarde, on voit, c'est la flèche qui va en arrière, ouais, on peut comprendre rapidement que c'est un back button. Mais un lecteur d'écran, quand il arrive là, il voit une icône, il ne sait pas lire l'icône, il ne sait pas annoncer l'icône à son utilisateur, donc il ne va rien faire. Il ne va jamais lui dire qu'il y a un bouton à cet endroit. Deuxièmement, enfin, je veux dire, les backgrounds, les couleurs d'arrière-plan et les couleurs de texte n'ont pas un contraste assez élevé. Il s'agit en fait de ces deux boutons-là. Vous voyez, on a utilisé du rouge clair pour le background et du rouge foncé pour le foreground. Donc, nous peut-être, moi j'arrive à lire, c'est vrai, je suis myope, mais j'arrive quand même à lire, je suppose que vous aussi. Mais quelqu'un qui a des difficultés avec les couleurs, à faire la différence entre les couleurs, il y a des chances qu'il arrive, lui, il voit juste du rouge comme ça partout. Il n'arrive pas à distinguer le texte ni l'icône. Donc ça, c'est un problème d'accessibilité.
Qu'est-ce qu'on doit donc faire pour régler tous ces problèmes-là? Donc là, ici à droite, en à droite, vous avez le code qui représente le formulaire à l'état où je viens de vous le présenter. Donc comme vous pouvez voir, on a des divs un peu partout, on a des labels, on a des inputs. Le HTML n'est pas sémantique. Les inputs n'ont pas de label clair, le bouton retour n'a pas de nom clairement défini, le contraste des boutons est bas. C'est tous ces problèmes-là que Lighthouse a souligné tout à l'heure. Comment on fait donc pour corriger cela? Donc, pour corriger cela, déjà, on va utiliser du HTML sémantique. Ce qu'on avait tout à l'heure, c'était un P pour le titre que Contact me. Donc, ça, par exemple, on le change, on met un H1. Et tout le contenu du formulaire est passé dans un... le formulaire est contenu maintenant dans un mail. Ça indique directement à un lecteur d'écran que oui, voici la partie principale de ma page. C'est ça le mail là. Et si vous remarquez la subtilité ici maintenant, c'est au niveau des labels et des inputs. Chaque input maintenant a une idée qui contient une valeur unique. Par exemple, first name là. Et le label qui vient avant a un attribut form qui contient, et si vous remarquez bien, il sera toujours égal à la valeur de l'ID de l'input qui le suit. Ça, c'est en fait pour dire au lecteur d'écran, au navigateur, que le label que tu vois ici, il est pour cet input-ci. Technique spécifique que nous pouvons utiliser pour rendre notre HTML ou bien le code de nos applications web plus accessible pour eux. La première, la plus fréquente, c'est déjà d'écrire du HTML sémantique. Donc, on a tous vu des sites qui sont écrits avec des divs partout, des divs. Quelqu'un va te prendre là, il met div, jusqu'à là. Il n'y a pas de fin. Donc ça, par contre, ça c'est à bannir en fait. Il faut arrêter de faire cela. Si vous avez des différentes sections, utilisez sections. Si vous avez un contenu qui apparaît à gauche ou à droite, utilisez un aside. Vous avez un header, utilisez le header. Vous avez un footer, utilisez le footer. Là, ça va faciliter ces lecteurs d'écran-là à comprendre votre site et à l'annoncer aux personnes qui les utilisent. Ensuite, il faut nommer les champs des formulaires. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on néglige beaucoup. Vous arrivez sur un formulaire, vous voyez bien les labels et tout. Pour nous qui voyons, c'est OK, ça passe. Mais derrière, ces champs-là n'ont pas de label associé. C'est-à-dire, on a le nom, bien sûr, mais rien ne dit que ce nom qui est affiché au-dessus de l'input, par exemple, c'est pour cet input-là. Donc ça, quand le lecteur d'écran arrive, il lit le label, il lit l'input, mais il ne sait pas que c'est pour le label est pour cet input-là. Bien utiliser les attributs ARIA. Donc les attributs ARIA, ce sont les Accessible Rich Internet Applications. Les ARIA, en fait, ARIA c'est Accessible Rich Internet Application. Ce sont des attributs que vous pouvez mettre sur votre HTML pour indiquer, par exemple, c'est quoi le label d'un bouton, ou si, par exemple, le contenu du bouton, c'est une image. Quand vous mettez le contenu d'un bouton comme une image, le lecteur d'écran ne peut pas lire l'image. Il faut trouver un moyen de lui dire que, OK, le label de ce bouton, c'est le voici ici. Vous pouvez donc utiliser un attribut comme le ARIA label pour faire cela. Donc, et l'autre point aussi qu'on peut faire pour rendre nos applications plus accessibles pour tous, c'est s'assurer que les éléments visibles à l'écran ont un bon contraste. Donc ça, c'est un problème fréquent que je vois dans la plupart des applications que nous développons aujourd'hui. Vous allez voir par exemple quelqu'un faire un bouton, utiliser un bleu ciel et écrire dessus avec du bleu foncé. À la fin, quand tu calcules le contraste, le ratio du contraste pour ce bouton-là, tu te rends compte que quelqu'un qui distingue mal les couleurs ne va pas faire la différence entre le texte et le background du bouton. Ou il va voir juste un bleu comme ça là, et il ne va pas pouvoir distinguer le texte parce que les couleurs utilisées pour le background et le foreground sont trop proches. Donc, on a aussi parlé des utilisateurs qui ont des connexions Internet onéreuses et assez limitées. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire pour faciliter l'accessibilité de nos applications pour ces personnes-là? La première chose déjà, c'est de réduire la taille du bundle initial de nos applications au maximum. Vous savez, quand vous faites un site web ou une application web, il y a des fichiers que vous envoyez au navigateur pour qu'il puisse charger l'application. C'est ça qu'on appelle le bundle initial. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire la taille du bundle initial? Généralement, on utilise une technique appelée le lazy loading.
C'est-à-dire, on charge les pages ou les composants seulement à la demande. C'est quand l'utilisateur clique qu'on dit, OK, télécharge le JavaScript ou bien le HTML qu'il faut pour cette page-ci. Au lieu de mettre pour toutes les 120 pages que vous avez dans votre application dans le bundle initial, vous mettez juste ce dont il a besoin pour charger l'application dès le départ, et au fur et à mesure qu'il navigue, qu'il demande des composants, vous les chargez par derrière. Vous pouvez aussi, toujours dans réduire la taille du bundle initial, supprimer les dépendances non utilisées. Avec JavaScript, par exemple, et Node module, il y a plein de trucs qu'on installe souvent comme ça. Quelqu'un a besoin de faire un petit, formater une petite date, il installe un package. Dès qu'il a un nouveau problème, il cherche le package qui va pour ça, il l'installe. Après, il change d'avis, il dit bon, je ne vais plus utiliser ça, je vais faire plutôt autre chose, mais il laisse ça s'importer dans son application, mais ce n'est pas utilisé. À la fin, tout ça va se retrouve dans le bundle initial, et il a un gros fichier qu'il doit charger chaque fois pour lancer son application, ce qui n'est pas bon. Ce qu'on peut faire aussi pour les connexions Internet illimitées, c'est réduire, compresser les ressources web. Donc les navigateurs, ils ont déjà cette capacité-là qu'on peut compresser les images, le CSS, le JavaScript avant de leur envoyer. La plupart des navigateurs modernes, ils font ça aujourd'hui. Quand vous compressez vos ressources ainsi, ça réduit la taille et ils sont capables de les charger donc plus rapidement. Bon, là, je vais vous montrer un cas pratique. Voilà un formulaire de contact. À première vue, je suppose que la plupart ici, on voit bien tout ce qui est affiché à l'écran. Il y a tous les champs, il y a les labels, il y a les boutons Back et Submit qui a priori sont OK, il n'y a pas de problème. Bon. Seulement, quand on va mesurer le score d'accessibilité. C'est quoi le score d'accessibilité? C'est un score en fait qui te dit à quel pourcentage ton application est accessible pour les personnes souffrant de difficultés, qui ont des handicaps en fait. Donc Google a un outil appelé Lighthouse qui permet de mesurer le score d'accessibilité. Et je tiens à préciser que Lighthouse ne va pas s'attarder sur tous les critères que j'ai mentionnés plus tôt. Il se concentre généralement beaucoup plus sur les critères qui facilitent l'accessibilité pour les personnes malvoyantes, c'est-à-dire les labels, tous les éléments, les liens qui doivent avoir des noms, les couleurs, et ainsi de suite. Donc, il ne va pas tester l'accessibilité, par exemple, pour les malentendants. Ça, c'est quelque chose que Lighthouse ne fait pas encore. Peut-être qu'ils feront ça un jour. Mais là, quand on fait dans le test d'accessibilité pour le formulaire de contact que je vous ai montré, vous voyez qu'on a 3 issues qui sont affichées là. La première, c'est que on ne peut pas dire que je vais être ici. Ça, c'est égal. Ok. S'il vous plaît. Et bientôt dans 10 autres pays. Donc, au sein Afrique, nous maintenons notre promesse, et c'est ce que nous allons toujours faire, de maintenir le rapport humain.
de garder ce contact humain avec tous nos clients. Parce que c'est ça qui a fait notre force et c'est ça qui fera toujours. J'intègre un moyen de paiement, un navigateur tranquille, mais navigateur en maintenance. C'est tout mon service qui est là. Je ne peux plus travailler, je ne peux plus rien faire. Et je le dis parce que ça nous est arrivé à plusieurs reprises. Notre partenaire principal était down pendant 48 heures et c'est toute l'application qui n'était pas utilisable. Donc aujourd'hui, nous avons Louvre. Avec Louvre, lorsqu'un partenaire est down, le basculement se fait automatique pour maintenir un niveau de service et une continuité 24 heures sur 24. Et comme je disais, vous pourrez intégrer ça sur vos plateformes et recevoir des paiements depuis le Sénégal, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, sur votre site web, application et depuis un seul dashboard. C'est aussi ça à Louvre. Merci. So, I don't know if I speak in English, is it fine? Or en français ou en anglais? Ok, on va essayer de mélanger les deux. Ok, donc bonjour à tous. Je tiens une fois de plus à m'excuser pour les jeux soucis techniques qu'on a eu il y a quelques minutes. Donc, ok. Je me prénomme Zé Richard. Mon anglais c'est Zé Richard. I am a data scientist, machine learning engineer, and I as well work with a couple of edtech platforms and publishing houses. Okay, now it's better. Okay, so as I said, I'm a machine learning engineer and data scientist. I work as well with a couple of edtech platforms and a publishing house in developing better content related to data, machine learning, and so on. Additionally, I am an Explore Machine Learning facilitator with Google Crowdsource. And today I would like us to discuss about a very important topic. It's something we all use every day, and it's called artificial intelligence. So today we'll be discussing about fostering diversity in AI with Google Crowdsource. So, je vais essayer de déjà je m'appelle Sokui, étudiant en génie logiciel. Bon, pour moi, l'intelligence artificielle, mon point de vue, c'est le fait de pouvoir, via l'ordinateur, le fait de pouvoir analyser les trucs qui sont déjà passés et basé sur cela, essayer de trouver des solutions ou bien essayer de s'adapter à ce qu'ils trouvent devant, en fait. Je peux dire ça. Est-ce qu'on peut avoir la vie without necessarily having a human action? So I would say both of them are quite right, as if you try to merge that they are both perspectives of what artificial intelligence is. That's what it is. So my personal definition of artificial intelligence is C'était comme ça. Bon. Bonsoir à tous. Bon après-midi. C'est tous les gars fatigués. Bon, depuis le matin, nous sommes en train de présenter des thèmes sur le web. On a parlé de CSS, on a parlé de Tailwind et tout. Et on a un peu parlé avec le GTE, l'expert un peu de mobile. Donc là, nous allons principalement parler du mobile, et plus précisément de Flutter. Et quand on dit, sans trop tarder, on sait qu'aujourd'hui, les applications mobiles prennent de plus en plus de place dans notre quotidien. Donc, que ce soit pour le déplacement, le renseignement et tout, on travaille avec des applications mobiles. Ce qui oblige aussi les développeurs à être constamment à jour. Donc, ils doivent constamment développer des applications très puissantes, très stables et très solides. Et là, nous allons parler principalement d'une technologie qui s'appelle Flutter, donc développée par Google.
Et nous allons voir comment on peut faire des applications vraiment très bien architecturées avec ce framework-là, en utilisant une approche qu'on appelle l'approche bloc. Donc, moi déjà c'est Boris Gauthier Choukara, donc je suis ingénieur en informatique électronique et je développe sur Flutter depuis 4 ans, donc ça fera 4 ans exactement dans 4 jours. Donc depuis la première version qui est sortie en décembre 2018. Donc nous allons parler du bloc pattern, donc c'est une approche en fait de développement avec Flutter. Donc notre présentation sera architecture comme suite. Nous allons avoir une présentation de l'architecture. On va parler de ce qu'on appelle le widget, parce que pour ceux qui travaillent avec Flutter, ils savent que le slogan principal même de Flutter, c'est avec Flutter, tout est widget. Donc nous allons voir aussi les widgets qui entrent dans cette architecture ici. Nous allons parler aussi d'un widget particulier que j'aime bien, donc j'ai préféré consacrer toute une section à ça. Nous allons voir un peu ce que ça donne dans un projet réel, dans une petite démonstration, et nous allons aller un peu plus loin avec certains outils que j'ai pensé pour vous. Donc déjà, je suis en train de parler de Flutter, bloc et tout. Donc, je ne vais pas forcément revenir ici sur la présentation, même dans le détail de Flutter. Ça, on pourra bien le voir en détail, comment Flutter fonctionne, développé par Google et tout. Mais là, on va plus parler d'une architecture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes en train de développer des applications, c'est vraiment important d'avoir une architecture qui est très solide, qui est très fiable, parce que vous pouvez être sur un projet à plusieurs déjà, et si vous travaillez sur un projet à plusieurs, il faut avoir un certain suivi. Demain aussi, vous pouvez ne plus être sur le projet. Donc du coup, c'est important que la personne qui va venir récupérer le projet puisse aussi fonctionner avec. Donc du coup, c'est très important d'avoir une architecture. Et ça, c'est pas seulement mobile, que ça soit web, que ça soit mobile et tout. C'est vraiment important de travailler avec une architecture. Là, nous allons parler de l'architecture bloc. Et déjà, qu'est-ce que Flutter bloc, qu'est-ce qu'un bloc et tout, parce qu'on est en train de parler de bloc depuis, mais c'est quoi un bloc en fait? Un bloc, moi je le définis simplement comme étant le cerveau de votre application. Ça veut dire quoi? Quand aujourd'hui vous êtes peut-être sur Facebook, vous appuyez sur le bouton like, donc vous avez une publication, vous likez la publication, après vous avez une animation qui anime le cœur rouge, dans le cœur rouge qui de vide il se remplit en rouge, donc vous avez une animation qui se passe là. Il y a un événement, il y a une suite d'actions qui sont passées derrière, dans côté back-end, on va dire comme ça, donc côté administration et tout. Dans un arrière-plan, en fait, il y a des événements qui se sont passés, et cette suite logique d'informations là, ça s'est passé dans ce qu'on appelle un bloc. Donc dans l'architecture Flutter bloc, toute la logique en fait est écrite dans les blocs. Donc c'est pour ça que moi j'aime résumer le bloc vraiment au cerveau de l'application. Mais le bloc lui ne fonctionne pas seul. Donc en fait il y a plusieurs éléments en fait qui viennent compléter le bloc. Et de façon directe, généralement nous avons dans notre application nous avons nos blocs qui vont communiquer avec ce qu'on appelle les repositories. En fait, le repository, c'est l'endroit où nous faisons nos appels d'API. Généralement, quand vous êtes en train de programmer, vous avez toujours les appels vers les API. Que ce soit une API, que ce soit une base de données, vous avez toujours ce type d'appel que vous devez faire, donc que ce soit en local ou bien sur le web. Et c'est le bloc justement, qui est le cerveau de l'application, qui est censé faire tout ça. Donc en fonction du type d'application que vous êtes en train d'utiliser et tout. Maintenant, Flutter bloc lui se résume en un schéma particulier. Généralement, si tu comprends ce schéma-ci là, tu as compris exactement comment Flutter bloc lui fonctionne. Nous avons sur le côté gauche, nous avons lui. Lui en fait c'est notre interface. Donc là j'ai pris le cas tout à l'heure avec Facebook. Donc sur l'application par exemple nous avons une publication qui est devant nous. Nous avons le bouton liker, commenter, partager et tout. Par exemple j'appuie sur le bouton commenter, je rédige mon commentaire. En fait ce que je viens de faire quand j'ai fini de rédiger mon commentaire et le soumettre, j'ai en fait envoyé ce qu'on appelle un événement. L'événement là va arriver vers mon bloc qui est le cerveau de mon application. Mon bloc va interpréter ça. Ça veut dire quoi? Peut-être, j'ai dit que chaque fois qu'un utilisateur ajoute un commentaire, il y a peut-être une petite incrémentation qui va se faire quelque part. Pour dire, bon, il y a une incrémentation qui vient de s'ajouter. Le bloc, lui, va traiter ça. S'il a des données envoyées vers la base de données, dans le cas échéant, oui, il va envoyer des informations vers la base de données pour dire en fait que oui, voici un nouveau commentaire qui vient de s'ajouter. La base de données va renvoyer une réponse.
qui va toujours être traité par le bloc et instantanément le bloc lui va retourner à la vue un état. Donc c'est pour ça que vous allez peut-être voir que quand vous appuyez sur le bouton liker, instantanément en fait la vue réagit sans que vous ayez besoin peut-être de réactualiser parce que vous avez fonctionné en fait avec le principe des événements et des états. Donc vous avez envoyé un événement, le bloc a traité l'événement et vous avez reçu un état. Donc c'est exactement comme ça que lui fonctionne. Donc vraiment le bloc c'est vraiment l'élément central ici là. Tout est centralisé à son niveau. Donc tout est vraiment centré là. Donc maintenant qui dit Flutter dit widget naturellement. Donc et Flutter Block aussi s'accompagne de ces widgets, dans les principaux widgets qu'il faut connaître. Bon ici il y a plusieurs widgets, mais j'ai sélectionné ceux que j'appelle généralement les incontournables. Donc ceux que quand c'est en train de travailler avec l'architecture bloc, généralement à moins c'est miracle vous allez toujours passer par ces widgets-ci. Donc il y a d'abord le premier widget qui est le block provider en fait. Le block provider ici là, pour ceux qui ont déjà eu à développer des applications Flutter, ils savent que quand on démarre une application Flutter, même dans la démo qui s'est faite le matin, vous allez remarquer que quand on démarre une application Flutter, on a toujours un premier widget principal qui peut être soit le Material App pour ceux qui veulent un design Android, soit le Cupertino App pour ceux qui veulent iOS. Il y a aussi Windows, macOS et tout. Et c'est le premier widget en fait. Ici, Flutter Block, ce que lui recommande, c'est d'envelopper en fait ce widget là avec un block provider pour rendre accessible les différents blocs dans toute l'application. Ça veut dire que quand je vais quitter d'un état à un autre, il faut bien que les vues réagissent. Quand je vais peut-être changer la langue, quand je vais faire une mise à jour sur les vues et tout. En enveloppant tout ça, les blocs providers, tous ces différents enfants, donc sachant que tous les autres widgets sont les enfants du Material App ou du Cupertino App, ils vont directement hériter de ces principaux blocs-là. Donc en fait, c'est comme ça qu'on initialise généralement nos blocs dans notre application. Donc il y a le block provider qui s'accompagne du multi-block provider. Donc là, on a juste les implémentations de ça. On a un autre widget, le block listener. Ici, en fait, avec ce widget, vous allez pouvoir écouter les différents états qui seraient émis par votre bloc. Donc là, par exemple, vous pouvez avoir une variable booléenne. La variable, en fait, doit changer. Donc on doit peut-être quitter le true, false. Mais comme je disais, sans toutefois avoir besoin de rafraîchir notre page et tout. Et grâce au block listener, en fait, on peut, donc après le changement, donc après que le bloc ait fini d'exécuter sa mission, donc quand on lui a transmis l'événement, il a fini de traiter l'événement, il peut instantanément faire réagir votre état en fonction de la variable. Donc ça peut être par exemple une liste. La liste a peut-être 10 éléments et dès que le bloc finit de réagir, vous avez peut-être 11 éléments dans la liste. Donc le bloc listener va en fait informer votre vue que bon, la liste est passée à 11 éléments. Maintenant c'est vous qui connaissez la condition que vous allez placer derrière. Mais là on traite vraiment, on travaille vraiment sur les var parce que lui il ne va pas forcément modifier la vue. On a des cas où on aura besoin par exemple de reconstruire un widget ou bien de détruire un widget pour afficher plutôt un autre widget. Et dans ce cas-là, Flutter Block a aussi pensé à un widget qui s'appelle le Block Builder. En fait, il est toujours comme le listener, sauf que lui ici, il reconstruit la vue. Donc ça veut dire que vous pouvez par exemple avoir une carte, donc un cadre en fait qui est sur votre interface, mais vous voulez que quand peut-être le bloc a été actualisé ou autre, le cadre là qui vous laisser place à une liste par exemple, et vous voulez faire ça instantanément, donc lui le builder vous reconstruit votre interface assez facilement. Donc bon là c'est pour son implémentation. Vous avez maintenant vous avez aussi un autre budget. Bon, le bloc consumer, lui ici en fait que c'est quand vous voulez, il y a des cas où vous pourrez avoir besoin d'actualiser une variable et aussi de reconstruire votre vue en même temps. Là où vous utilisez un bloc consumer parce que lui, il fusionne en fait ces deux principes-là. Donc vous avez votre listener et votre builder qui sont mélangés dans un seul widget. Après vous avez bon, il y a un dernier aussi que j'aime bien. Bon, là, c'est beaucoup plus pour les sélections. Donc, peut-être vous avez une liste de choix multiples et tout. Vous voulez qu'à chaque fois, au lieu de faire les if, par exemple, j'ai sélectionné le premier élément, else, ceci. Pour éviter ça, vous pouvez aussi traiter tous ces événements dans les blocs. Et à partir du bloc sélection, vous actualisez seulement vos listes facilement. Et vous allez voir sur le site de le bloc, il y a beaucoup d'autres widgets qui sont comme ça, en fait. Donc, beaucoup d'autres widgets qui sont développés dans ce cas-là. Il y a le bloc repository, pour ceux qui gèrent
les photos et tout, mais vous allez en allant sur leur site, donc sur le site même officiel du blog, vous pouvez voir tout. C'est vraiment quelque chose de très pratique parce que quand vous allez faire vos applications, ça va vous permettre vraiment d'avoir une certaine flexibilité aussi, une façon de gérer en fait que votre application beaucoup plus facile. Bon, ça c'est pour moi plutôt. Nous avons donc maintenant, comme je disais, on va parler d'un widget particulier, le Hydrated Block. En fait, j'ai préféré mettre un son pour ça parce que c'est un widget que j'aime bien. Pourquoi? Parce que généralement, quand vous êtes en train de développer vos applications, Twitter et tout, bon, des applications de façon générale, vous allez toujours tomber sur un principe qu'on appelle la persistance des données. Ça veut dire que vous avez des cas où vous avez souvent besoin de sauvegarder certaines données en local pour pouvoir accéder à ces données-là plus facilement. Je prends un exemple. Peut-être que vous avez une application où vous devez changer la langue de l'utilisateur. Il y a des cas où vous pouvez avoir besoin de sauvegarder les informations de langue de l'utilisateur. Lorsque l'utilisateur utilise votre application en français ou bien en anglais, vous pouvez décider que bon, vous le sauvegardez. Mais il y a aussi le cas où vous jugez que cette information ne sert à rien. Donc du coup, qui travaille en anglais, en français, en allemand et tout, c'est pas votre problème. Donc cette information n'a pas besoin de remonter sur votre serveur. Mais il faut bien que si l'utilisateur sélectionne par exemple l'anglais, la prochaine fois qu'il va lancer l'application, son application doit rester bien en anglais. Elle ne doit pas repasser en français pour qu'il fasse encore changer. Donc du coup, il doit sauvegarder en fait que cette valeur-là dans le téléphone de l'utilisateur. Et pour ceux qui travaillent avec l'architecture bloc, c'est quelque chose qui se fait très facilement avec ce qu'on appelle les blocs hydratés en fait. C'est général quand on revient dans la traduction en français. Donc le Hydrated Block en fait, il permet de gérer ces états. Parce que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il sauvegarde les états de votre application. Ça veut dire à un moment donné, votre application est dans un état. Lui, c'est qu'il prend tout l'état en fait de votre application, il le sauvegarde en local. Donc il ne se contente pas seulement de sauvegarder les valeurs, il ne se contente pas seulement de sauvegarder peut-être une variable qui va dire que c'est le français ou l'anglais. Non, il va sauvegarder tout le détail de votre application, il va mettre ça quelque part. Et du coup, quand vous allez relancer votre application, c'est comme si vous n'aviez jamais quitté l'application. Donc même si vous tuez votre application en arrière-plan, lui il a déjà sauvegardé l'état. Donc vous pouvez relancer l'application et vous remettre au même niveau où vous étiez. Pour ceux qui savent bien utiliser ce widget, ils sont capables de faire vraiment des choses vraiment exceptionnelles. Surtout quand ils arrivent à bien combiner ça avec le bloc. Et même dans la façon de construire ces applications, la façon de gérer ces choses-là. Donc, bon, là, c'est par rapport à ce qu'ils disaient. Bon, là, je prenais l'exemple, par exemple, du français à l'anglais. Quand je change la langue de mon application, comment je reviens sur l'application et il conserve la langue exactement. Mais bon, ça, on va revoir ça un peu évident. Donc, je change la langue. Quand je vais relancer mon application, je vais revenir sur ma langue, la langue anglaise. Donc, nous avons présenté ça, nous avons présenté les différents widgets, nous avons parlé un peu de ces différents widgets et tout, l'architecture bloc. Mais maintenant, qu'est-ce que ça donne concrètement dans un projet réel? À quoi ça ressemble, par exemple, une application qui a été faite avec bloc? Bon, nous n'allons pas voir forcément le code sur ça directement. Après, le code sera disponible sur mon guide pour ceux qui sont curieux de savoir. Mais c'est au moins pour voir un peu comment, quand c'est utilisé les blocs et tout, on peut avoir des applications qui sont réactives malgré les bibliothèques lourdes qu'on peut avoir en fait, parce qu'il y a souvent des bibliothèques qui taisent, des plugins qui taisent en fait, et quand c'est utilisé, quand c'est mettre en place une bonne architecture, on peut vraiment avoir des applications qui sont assez robustes et tout. Donc là, il y a une petite vidéo de démonstration en fait, pour voir comment ça s'implémente sur bon, je ne vais pas dire un petit projet, mais comment ça s'implémente en fait sur un projet. Quand il lance juste la petite vidéo que vous voyez. Donc, comment est-ce que... Donc, quand je lance mon application, en fait, vous allez voir que toutes les vues en fait, sont généralement reliées à des blocs derrière. Donc, que ce soit pour la réactivité, que ce soit les événements, vous voyez, quand je saisis tel mot de passe, tant qu'il n'est pas encore validé, l'interface réagit au fur et à mesure. Ça, c'est parce que j'ai mes blocs listeners qui sont derrière, qui m'informent sur l'état et tout. Donc, je lance mon application, il charge des informations depuis la base de données. Même la carte, en fait, parce que la carte aussi appartient à un bloc. Elle réagit assez rapidement parce que derrière, j'arrive à bien gérer mes états.
j'ai mes éléments en haut, bon, les différentes catégories et tout. Je peux faire une recherche dans une catégorie, par exemple la catégorie santé. Je fais une recherche dans ma base de données, j'ai les éléments qui apparaissent en fait, donc j'ai une liste de résultats, je peux prendre un résultat. Et voilà en fait que là, l'application est en train de fonctionner en temps réel en ligne en fait, mais ça réagit assez rapidement malgré le fait que ça doit se connecter en ligne et tout, parce qu'il y a certains éléments qui sont vraiment bien gérés, que ce soit côté état, que ce soit en fait, côté architecture de l'application, on a quelque chose qui est assez propre et ça permet vraiment de réagir assez rapidement. Même quand je vais faire ma simple recherche dans l'application, bon, en fonction de ma connexion Internet, j'obtiens mes résultats. Il y a aussi des calculs justement qui sont faits. Par exemple, les distances que vous voyez à côté, c'est parce que dès qu'il reçoit un résultat avec ses coordonnées, il calcule la distance qui me sépare de ce point-là. Je peux zoomer des points sur le point. Je peux tracer même des itinéraires. Donc, quand bon là c'est pour la fiche de l'entreprise. Donc, je peux tracer un itinéraire de ma position à là. Et vous voyez que tout en fait se passe de façon instantanée, mais l'application elle fonctionne. Là, elle est totalement en ligne en fait. Mais il y a certains éléments forcément qui sont sauvegardés. Mais c'est fluide et on ne remarque pas forcément que bon, j'ai tel élément qui vient d'Internet, j'ai tel élément qui vient de ceci et tout. On peut changer la langue de l'application instantanément, c'est changé. Je peux revenir sur la langue originelle et tout. Donc c'est les favoris et tout. Donc ça c'est pour la démo d'un projet réel. Il y aura le pôle source bien sûr, ouais, quand le projet sera totalement terminé. Vous verrez le code source sur mon GitHub pour les curieux, pour ceux qui veulent voir comment on peut utiliser ça dans un projet réel. Donc, je peux revenir à la présentation. Donc, là c'est l'architecture du projet généralement. Comment, en fait, maintenant, comment je peux structurer mes dossiers, comment vous structurez vos dossiers. Là, maintenant, ça dépend vraiment de chacun. Donc, comment vous voulez positionner vos fichiers et tout, mais c'est toujours bien d'avoir aussi une structure, même pour les dossiers, qui est assez cohérente en fait, pour éviter de vous perdre plus tard, et même votre équipe, pour éviter de perdre votre équipe, pour les aider, mieux les guider et tout, donc même pour que les gens se retrouvent en fait plus facilement, c'est aussi très important. Donc ici en fait que j'avais mis un petit diagramme en fait pour voir les événements qui se passent généralement quand j'initialise par exemple l'application. Vous voyez que quand je lance l'application, en moins de 3 secondes, moins de 2 secondes même, j'ai mon application qui est lancée. Mais en fait, il y a une suite d'événements qui sont enclenchés. Il y a beaucoup de processus en fait qui sont faits, mais grâce à l'architecture block, en fait, j'arrive à mieux gérer certains trucs, de sorte que je ne suis pas en train de saturer par exemple l'application. Donc même le démarrage, en fait, on n'a pas l'impression qu'on a beaucoup de choses qui sont chargées derrière. Pourtant, il y a effectivement des choses qui sont chargées. Mais tout ce que j'ai à faire, c'est d'initialiser mes blocs. Et le reste, en fait, c'est chaque bloc qui va s'occuper de gérer sa logique. Donc c'est un peu comme une application avec plusieurs logiques que je gère. Donc dans la même application, je gère. Mais chaque bloc, en fait, a une logique à part qui gère. Du coup, ça évite aussi de saturer ou bien de faire du fouton en fait dans un seul endroit. Donc après, généralement, on a aussi Firebase. Bon, là, je tiens à parler de Firebase surtout pour l'outil Crashlytics. C'est un outil que j'aime bien recommander pour pouvoir suivre les crashs, l'évolution des crashs dans l'application et tout. C'est vraiment très pratique. En fait, pour un développeur, c'est toujours important de savoir, même quand son application est en production, c'est toujours important de savoir quand est-ce que l'application est en train de crasher, sur quel type de périphérique l'application crache, pourquoi est-ce que ça crache, peut-être pourquoi ça fonctionne bien sur un Xiaomi, mais ça ne fonctionne pas bien sur un Samsung, sur un Tecno et tout. C'est toujours important en fait de savoir quel est exactement le plan pour pouvoir résoudre les problèmes. C'est pour ça que généralement vous allez vous rendre compte que vous allez peut-être sur le Play Store, vous voyez que il y a une nouvelle mise à jour de WhatsApp, vous faites la mise à jour, mais vous ne voyez pas forcément grand chose qui a changé. Mais en fait, il y a un bug qui est apparu forcément quelque part que ils ont résolu. Peut-être que ce n'était pas à votre niveau, mais la mise à jour en fait apporte un correctif, même si vous n'êtes pas en train de le voir. Donc, et pour ça, il faut déjà savoir quels sont les bugs qui sont là et tout. Donc, il y a cet outil-là, Firebase Crashlytics, qui est vraiment très, très intéressant en fait quand vous êtes en train de développer, surtout quand vous allez mettre vos applications en production. Donc, pour aller un peu plus loin, il y a deux points principaux.
Le premier d'abord, c'est une application. Bon, pour ceux qui ont un smartphone Android, normalement, vous pouvez scanner ce QR code, ça devrait vous envoyer sur le Play Store. En fait, c'est un petit jeu. Donc, pour ceux qui me suivent sur Twitter, ils ont vu mes publications que je faisais par rapport au développement de ce jeu il y a quelques semaines. En fait, c'est un petit jeu, pour ceux qui connaissent, un petit jeu que je me suis amusé à développer sur Twitter, en fait, pour essayer encore d'aller un peu plus loin, voir un peu quelles sont les possibilités de cette outil, qu'est-ce que tu peux faire avec et tout. Donc, pour le moment, c'est la version Android qui est là, désolé, mais c'est un iOS. Donc, vous scannez, en fait, vous allez voir, normalement, vous pouvez jouer une classe, vous pouvez jouer contre l'ordinateur, vous pouvez jouer aussi en ligne avec une autre personne qui est là partout, mettez des mises et tout. Donc, c'est assez simple. Donc, vous avez le code source qui est aussi totalement disponible sur mon GitHub. Lui, par exemple, par contre, il est déjà là, il est déjà ouvert. Donc, pour ceux qui veulent voir aussi comment construire une application Flutter de cette façon, qu'est-ce que je peux prendre en charge, comment est-ce que je peux organiser mon projet et tout. Et même pour ceux qui veulent contribuer, dans les experts qui sont là qui veulent contribuer, c'est toujours ouvert en fait. Donc, tout est là, il y a d'abord ça. Et le second outil, c'est un outil que j'aime bien. C'est CodeMagic en fait. Généralement, quand vous êtes en train de déployer, tout le monde ne développe pas forcément sur une machine de 20 Go de RAM, de 30 Go de RAM, je sais pas. Et compiler pour mobile, généralement, ça demande beaucoup de ressources. Et il y a les outils, comment on dit, bon, les outils de déploiement continu, intégration continue, CICD pour ceux qui ont déjà entendu parler. Il y a ça, vous avez par exemple les GitHub Action pour ceux qui sont sur GitHub. Il y a aussi cet outil-là qui est très pratique, CodeMagic. Normalement, si vous allez sur le site codemagic.io, ça vous permet en fait de pouvoir toujours programmer en fait des déploiements de vos applications. Et ils vont même jusqu'au déploiement sur les stores, donc que ce soit sur Firebase que vous voulez déployer, que ce soit sur le Play Store ou l'App Store, les signatures de vos applications et tout. Même pour ceux qui n'ont pas des Mac et qui veulent quand même compiler leurs applications iOS et tout, c'est vraiment un outil qui est très 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 pratique en fait, que je recommande vraiment. Et là-bas, vous n'avez même pas besoin d'être vraiment très fort dans l'écriture des lignes, des CICD et tout. Là-bas, en fait, il y a une interface graphique qu'il vous propose. Vous avez qu'à sélectionner ce que vous voulez, vos paramètres, est-ce que vous voulez débugger sur la dernière version de Flutter, sur l'avant-dernière version et tout. Avec quelques clics, en fait, vous arrivez à vous retrouver. Donc, c'était ça pour ma petite présentation. J'espère que j'ai été assez audible. Donc, s'il y a des questions. Merci madame. Bonsoir à tous. Donc je m'appelle Kamla Junior et je suis développeur full stack et mobile. Je fais du natif Android et je suis amateur iOS. Et quand je dis amateur, c'est genre peut-être un projet iOS, comment je ne trouve pas comme ça. Donc, il y a un an exactement, pas exactement, il y a presque un an, j'ai rejoint cette jeune startup qui s'appelle Futa. Vous pouvez lire sur mon chapeau, lire sur la vidéo. Et l'objectif, en fait, c'était de se débarrasser de la complexité qu'il y a à toujours avoir composé les codes quand on fait une opération gouvernementale. C'était aussi simple que ça, le projet. Donc, après beaucoup de recherches, oui, parce que ça avait l'air vraiment simple à première vue, mais il a fallu se heurter à beaucoup de réglementations, de standards qui ne sont pas suivis par les opérateurs. Bref, des choses, beaucoup d'autres problèmes qu'on n'aurait pas dans d'autres pays. On a ici chez nous en fait.
Donc, j'étais très fier en fait que cette start-up soit sponsor du DFS, organisé par le GDG Douala, parce que je savais déjà que je vais me tenir ici et je vais vous présenter fièrement cette application, parce que je suis lead développeur mobile là-bas. Donc, ça me voudra, you know, I don't like showing off. Donc voilà, elle a été stabilisée il y a en fait, pour être tout à fait honnête, il y a une semaine. Et c'était une sorte de pression dans ma tête parce qu'il fallait que le DFS ce soit déjà une application stable qu'on pourrait installer sans qu'elle ne crache et qu'on commence à me regarder de travers. Donc, je suis très fier de vous présenter Futa, qui va vous aider à envoyer de l'argent en un clic, à demander de l'argent. Ça, déjà, mes collègues, ce sont plus mes collègues, précis sur le E pour insister sur le genre. Ce sont plus mes collègues qui aiment l'option demander de l'argent. Et parce qu'en fait, ça leur donne la capacité non seulement de vous envoyer une requête et de pouvoir vous relancer à volonté. Donc, il faut que j'insiste. Vous voyez là-bas, vous voyez Women Tech Maker. Ce sont les femmes dans la tech. Donc, d'accord pour vous. Les bancaires, les professionnels du monde bancaire, il y a 12% de la population camerounaise qui est bancarisée. Ça veut dire que sur toute la population du Cameroun, il y a 12% de personnes qui ont des comptes bancaires. Ça, ce ne sont pas des personnes, c'est 12% des comptes bancaires. Sachant que certains d'entre vous ont plus de comptes et que d'autres n'ont pas, ça veut dire qu'en fait, il y a très peu de personnes qui ont des comptes bancaires. Et d'après les assureurs, il y a 1% de la population qui a souscrit dans sa vie à un produit d'assurance dans notre pays. D'un autre côté, d'après ces mêmes statistiques, on a aujourd'hui à peu près 75% de pénétration des téléphones mobiles dans notre société camerounaise. Et bonjour à tous, je suis chez bonjour à tous, là ça va. Donc je suis étudiante en Bruxelles, en ingénierie info. Madame m'a demandé de savoir ce que dans quelle catégorie est Futa, Pesika et Cosna. Cosna Afrique fait dans la catégorie transaction paiement. Futa fait dans la transaction paiement. Pesika fait dans le paiement. On applaudit pour la dame, s'il vous plaît. Les organisateurs n'ont pas prévu la bonbon, sinon j'aurais partagé la bonbon. Ça va, c'est pas grave. Donc, effectivement, comme elle a dit, dans certains points de vue, ces services sont dans la catégorie transaction paiement, mais je pense que certains d'entre eux. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Je croyais qu'on n'avait pas vu cette étape. Merci. Et bonsoir à tous les développeurs. Encore bienvenue. Bienvenue à la DFS. Voilà. Permettez-moi de vous présenter qui est Hello Mercato. Hello Mercato est une entreprise prestataire de services spécialisée dans le recrutement des profils IT. Et ces profils IT sont mis à la disposition des entreprises américaines et européennes. Donc, pour pallier à la pénurie des profils IT, Hello Mercato a donc allié son expertise afin de dénicher pour ces entreprises des profils rares, innovants et hautement qualifiés. Hello Mercato cible particulièrement des entreprises, dans tout type d'entreprise et des particuliers. Quand je dis particulier,
particulier, je dis les développeurs, je dis les profils IT, je dis des personnes qui font dans la finance et dans la santé. Donc là, c'est notre cœur de métier. Et pour cela, donc, nous avons donc décidé de mettre sur pied notre plateforme Hello Mercato, afin que tous ces profils-là, qui disposent d'une certaine compétence, puissent s'inscrire afin de dénicher des profils, afin de dénicher des missions. Très sur le verbe, en fait partie. C'est très difficile pour certains d'entre nous de se tenir devant une audience. Je vous invite effectivement à vous prêter à cet exercice. J'essaie donc de penser à vous dans l'avenir et bien sûr les caractéristiques qui nous habitent effectivement à travers ce que l'on peut voir ici, qui est résumé en expliquant par exemple que nous aspirons à être en sécurité. C'est une valeur humaine donc, qui nous caractérise tous. Nous aspirons à comprendre nos personnes. Nous aspirons aussi à découvrir le monde. Chacun d'entre nous dans la pièce, je pense à un degré de curiosité qui l'appelle ou qui l'invite à découvrir toutes les nouvelles technologies qui nous sont offertes. L'innovation ou le design par l'innovation. Chacun d'entre nous. À notre prochain sponsor, qui va bien sûr nous dire un mot sur la blockchain, puisque c'est une start-up basée sur la blockchain. C'est une start-up ou c'est une entreprise? C'est une multinationale. Ah, une multinationale. Voilà. De me retrouver dans un milieu avec autant de personnes qui parlent tech. Donc je me présente, je suis Steve Tings, je suis ingénieur informatique, génie logiciel. Et aujourd'hui, j'interviens en tant que représentant de Binance Afrique. Donc Binance qui est la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde. C'est une plateforme qui permet d'acheter, de vendre des crypto-monnaies, mais c'est bien plus que ça. Et c'est ce que je vais vous présenter dans le cadre de cette présentation. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la blockchain, une opportunité pour les développeurs. Étant donné que nous sommes ici dans un festival avec beaucoup de développeurs. Donc, je vais vous présenter ce que la blockchain peut vous apporter en tant que développeur. Je pense que quand blockchain, ça ne marche pas. Donc, je vais d'abord commencer par une petite présentation de Binance. Donc, comme je disais, Binance c'est une plateforme qui a été lancée en 2017. Donc, c'est une plateforme qui est aujourd'hui leader sur le marché des crypto-monnaies. Le marché des crypto-monnaies aujourd'hui, c'est à peu près, c'était à son pic en 2021, un marché qui représentait près de 3 000 milliards de dollars. Donc, 3 000 milliards de dollars, c'est l'équivalent de la capitalisation boursière de Apple. Donc, l'entreprise la plus cotée, la plus grande entreprise au monde, si on regarde du point de vue de la capitalisation. C'est ça à peu près le marché des crypto-monnaies. Donc, Binance, aujourd'hui, a créé près de 75% des volumes de transactions qui ont au niveau dans tous les pays, en tout cas partout dans le monde. Donc, c'est à peu près ça, Binance. Binance, c'est 1,4 million de transactions par seconde. Donc, en 1 seconde, il y a 1,4 million de transactions qui sont effectuées au niveau de la plateforme de Binance. Mais Binance, ça va au-delà de cela. Et si vous êtes curieux, plus tard, vous aurez l'opportunité d'aller sur notre site web et de découvrir ce qu'est Binance. Lorsque vous émettez le jeton, n'importe qui à travers le monde a la possibilité d'accéder au jeton et de pouvoir, par exemple, interagir, de mettre les fonds directement dans votre projet. Donc ça, c'est un point qui est très important. Et aussi au niveau du domaine de l'écosystème des crypto-monnaies, il y a les fonds spécialisés pour accompagner les projets blockchain et les projets crypto-monnaies. Donc au niveau de Binance, nous avons ce qu'on appelle Binance là, qui est la branche incubation de Binance, qui va se charger vraiment de financer des projets qui apportent des solutions innovantes sur le marché. Donc, je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil. Et on me dit déjà que on me fait ça. Que ce soit le back-end, le front-end, les DevOps, tout ça. Donc, il s'est posé la question. Là-bas, la demande est élevée. Et ici, on a des développeurs qui n'arrivent pas à trouver du travail, ou bien qui font du travail et ça ne paye pas vraiment trop du haut. Ou alors, ils ne sont juste pas employés, ils cherchent, ils ne trouvent pas. Pourquoi ne pas essayer de communiquer ces développeurs qui sont ici avec ces entreprises-là à l'étranger? C'est donc pour ça que Boîte Digital a été créé. Ça fait déjà bientôt 4 ans, ça va faire 4 ans en mars. Et depuis, nous offrons des services, comme j'ai dit, des services informatiques pour des entreprises qui sont situées maintenant principalement en Europe et en
Donc, parmi les services de voie digitale, donc, comme j'ai dit, on a le consulting. Donc, nous ne voyons pas trop comme des développeurs, nous sommes des consultants. C'est-à-dire, vous avez un problème, on vous propose la solution. Et la solution, croyez-moi, la plupart du temps, ce n'est pas toujours du développement qu'il faut. Beaucoup d'entre nous avons cette manière que dès qu'on nous pose un problème, allez, on va développer quelque chose. Or, ce n'est pas toujours ça. En voie digitale, donc, nous, on analyse le problème, on trouve vraiment quelle est la solution. Comme je dis, la plupart du temps, ce n'est pas qu'il faut développer quelque chose. Parfois, tu as juste besoin d'un petit Excel sheet quelque part qui règle le problème. C'est fini. Donc, nous faisons aussi du software engineering, c'est-à-dire on développe des applications en journée, la nuit, ainsi de suite, pour pouvoir assurer ce service-là. Donc, Voie digitale, à la base, fonctionne avec les méthodes agiles. Donc, on essaye de délivrer avec les méthodes agiles, principalement Scrum. Généralement, les projets sont analysés à la base, on a des backlogs bien définis, on travaille sur les différentes tâches et on les livre au fur et à mesure. S'étant déjà positionné dans ce domaine, comme je l'ai dit, nous cherchons constamment des ressources qui vont venir rejoindre nos rangs. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui actuellement en train de faire du networking, beaucoup m'ont fait là dehors. Donc nous cherchons des talents, des gens qui sont prêts à embrasser la vision de l'entreprise, qui sont prêts à construire quelque chose de solide avec l'entreprise ici au pays et qui sont prêts à donner le maximum, quoi. Nous, de notre part, ce qu'on fait, c'est qu'on vous donne le meilleur cadre pour le travail que vous pouvez aider ici au pays. Nos employés sont bien traités, il y en a plein là-dedans, ils peuvent le témoigner. On peut en discuter après. Et oui, donc, nous sommes constamment ouverts aux emplois. Il y a l'adresse pour postuler là, je ne sais pas si tu peux l'afficher. Donc, si quelqu'un est intéressé, si quelqu'un pense qu'il est prêt pour le challenge, qu'il veut commencer une nouvelle aventure, il n'a qu'à aller sur le site web, toutes les infos pour postuler. Ici, avec toutes ces têtes, peut être capable de créer, par exemple, futur Google, futur Facebook, il suffit juste qu'on s'associe et que chacun donne son idée. Et je trouve ça hyper intéressant. J'aimerais bien qu'on applaudisse pour vous parce que c'est énorme. Alors, moi, je suis Stéphane Technique. Donc, moi, je suis venu spécialement pour cet événement. Bon, moi, je suis gabonais et je vis actuellement en France. Et je suis cofondateur et directeur général de PCK. Au départ, ça devrait être Roger qui est président. Malheureusement, il a eu des occupations. Alors, j'aimerais bien parler de PCK en racontant une petite histoire. Dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un qui est d'ailleurs dans la salle, qui m'a expliqué ce qu'il avait vu. C'était un étudiant qui avait développé un système qui devrait déployer en ligne avant de présenter à ses enseignants. Alors à la veille de la présentation de son système, il avait oublié que pour mettre un projet en production, forcément déjà payé et autres, il devait le faire sur AWS. Et lorsqu'il essaie de le faire, il se rend compte qu'il n'a pas le carte bancaire. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, ok, je m'absente pour aller, il me disait c'était chez UBA, pour aller chez UBA pour récupérer une carte bancaire. UBA aujourd'hui, c'est quelque chose, aujourd'hui en termes de carte bancaire, c'est l'entreprise qui offre le plus d'ailleurs. Et donc, arrivé sur place, il était arrivé à 12h par là, il se rend compte qu'il est trop tard et qu'il ne pouvait rien faire. Et donc, on lui a demandé de passer le lendemain. Et malchance pour lui, le doyen de sa faculté était passé au niveau de l'école et s'était rendu compte qu'en fait il n'était pas là. Donc il avait fait l'appel et le jeune n'était pas là, il était allé chercher sa carte bancaire et au final, qu'est-ce qui est arrivé? Il a eu une punition et ça a été, ça en tout cas s'enquêter sur sa scolarité. Donc c'est quelque chose qui a été triste pour moi. Et c'est pas la solution. 1, 2. Voilà.
Merci beaucoup à tous et j'espère que vous allez utiliser PCA. Donc on se dit à très bientôt. Pour tous ceux qui veulent nous contacter, n'hésitez pas. On recrute actuellement et